Alors, pour clôturer ce chapitre qui porte sur les bases d'un espace vectoriel, on va justement parler des bases. Alors, avant de commencer, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une base, donc sur la notion de base. Alors, dans les nombres qu'on utilise tous les jours, on travaille en base 10. Pourquoi? La raison est fort simple, c'est qu'on a 10 doigts. Et la première machine à calculer qu'on utilise dans notre vie habituellement, c'est justement nos doigts pour compter. Alors, c'est pour ça qu'on compte habituellement en base 10. Et quand on a un nombre comme 847, ben 847, on peut l'écrire comme étant égal à 8 fois 10 à la 2, plus 4 fois 10, plus 7 fois 1, ou si vous préférez, 7 fois 10 à la 0. Alors, c'est pour ça qu'on travaille en base 10, parce que la position de chaque nombre nous indique à quelle puissance de 10 on a affaire. Hein. Le 7, on a affaire à 10 à la 0. Le 4, on a affaire à 10 à la 1. Le 8, on a affaire à 10 à la 2, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les bases des nombres naturels. Et c'est une notion que vous avez sûrement déjà apprise quand vous étiez à l'école primaire ou à l'école secondaire. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'utiliser d'autres bases pour représenter les nombres qu'on utilise à tous les jours? Bien sûr que oui. Les informaticiens, par exemple, travaillent beaucoup en nombres binaires, c'est-à-dire en base 2, ou ils travaillent aussi parfois en ce qu'on appelle des nombres hexadécimaux, c'est-à-dire des nombres qui sont en base 16. En base 16, on utilise tous les mêmes nombres qu'on utilise habituellement, donc de 0 à 9, tous les mêmes chiffres, mais on utilise également la lettre A qui représente 10, la lettre B qui représente 11, et ainsi de suite, jusqu'à la lettre F qui représente 15. Alors, en base 16, si je vais écrire le nombre 847, ben ça va devenir le nombre 34F, parce que si je fais 3 fois 16 à la 2, plus 4 fois 16 à la 1, plus 15 fois 16 à la 0, je vous rappelle que le F représente 15, hein, donc ça va me donner le nombre 847. Alors on peut conclure que le 847 qu'on a en base 10, ben, il est égal à 3,4F en base 16. Alors, avec les vecteurs, on utilise aussi des bases. Par exemple, nous, habituellement, on travaille toujours dans la base IJ pour les vecteurs de R2 ou en base IJK pour les vecteurs de R3. Parce que quand on a le vecteur, par exemple, 3,2, 2,3, pardon, ben, le vecteur 2,3, c'est le vecteur 2i plus 3j. Quand on a le vecteur 2, 3, 4, ben c'est le vecteur 2i plus 3j plus 4k. Alors, on travaille en base IJK quand on est dans R3. La question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres bases pour les espaces vectoriels comme R2 et R3? Ben, la réponse, c'est oui. Et c'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Donc, comment on peut déterminer si un ensemble de vecteurs forme une base ou non. Alors, allons-y avec les définitions de la définition d'une base, définition que vous avez dans vos notes de cours. On vous dit que l'ensemble des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment une base de Rn si les deux conditions suivantes sont respectées. Première condition, il faut que les vecteurs soient linéairement indépendants. On a vu dans la dernière capsule comment déterminer si un ensemble de vecteurs était linéairement indépendant. Ben, quand on a une base, il faut absolument avoir des vecteurs qui sont linéairement indépendants. Pourquoi? Ben, on souhaite engendrer tous les vecteurs de Rn avec le moins de vecteurs possible. Rappelez-vous, hein, si on a trop de vecteurs, si on a par exemple 4 vecteurs dans R3, ils sont linéairement dépendants. Alors, on veut avoir le moins de vecteurs possible dans la base. Ensuite, l'autre condition, c'est qu'il faut que l'ensemble V1, V2 jusqu'à Vn permette d'engendrer tous les vecteurs de Rn. Donc, on dit à ce moment-là que l'ensemble V1, V2 jusqu'à Vn forme ce qu'on appelle un ensemble de générateurs de Rn. Alors, si on a ces deux conditions-là, donc être linéairement indépendant et être capable d'engendrer tous les vecteurs de Rn, ben on a affaire à une base. Alors, allons-y avec un premier exemple où on nous demande de vérifier si les vecteurs A égale 1, 2 et B, vecteur moins 3, 4, forment une base de R2. Alors, première chose, bien sûr, qu'il faut vérifier, c'est si on a l'indépendance linéaire. Et on a vu dans la dernière capsule que si on avait, si on est dans R2 puis qu'on a des vecteurs, deux vecteurs, ben on peut tout simplement vérifier
si l'indépendance linéaire en faisant le déterminant. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va calculer le déterminant de la matrice 1, moins 3, 2, 4. Donc, vous marquez que chaque colonne correspond aux deux vecteurs qu'on veut étudier. Et ce déterminant-là me donne 10. Alors, 10, ce n'est pas égal à 0. J'ai donc une solution unique et ça veut dire que mon ensemble de vecteurs est linéairement indépendant. Alors, première condition, elle est respectée. Deuxième chose qu'on doit vérifier, on doit vérifier si les vecteurs A et B forment ce qu'on appelle un ensemble de générateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer n'importe quel vecteur xy de R2. Alors, pour vérifier ça, ben, on doit trouver des scalaires P et Q tels que P fois le vecteur A plus Q fois le vecteur B égale XY. Il faut vérifier que ce système d'équations linéaires-là a une solution unique. Alors, on va multiplier par P par 1, 2 et Q par moins 3, 4 égale XY. Et ça me donne le système d'équations linéaires suivant. Donc, le système P moins 3Q égale X et 2P plus 4Q égale Y. On va résoudre ce système d'équations linéaires-là et je vous suggère d'utiliser la méthode de Gauss-Jordan. Parce que si effectivement on trouve qu'on a un ensemble générateur, ben on va vous demander peut-être après de trouver des combinaisons linéaires qui vont nous générer des vecteurs. Alors si on a fait Gauss-Jordan, ben ce sera déjà fait à ce moment-là. On aura juste à remplacer par les bonnes valeurs, puis ce sera simple. Alors allons-y avec Gauss-Jordan. Alors, on part de notre matrice augmentée et je vous rappelle que Gauss-Jordan, il faut que la matrice devienne échelon réduite. Donc, il faut qu'on se rapproche, dans le fond, le plus possible de la matrice identité. Alors, après avoir fait les opérations ligne 2, moins 2, ligne 1 et 10, ligne 1, plus 3, ligne 2, on y est presque. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de multiplier la ligne 1 par 1 dixième et la ligne 2 par 1 dixième. Et là, ben, on a vraiment la matrice échelon réduite. Et on peut constater que comme on a le même nombre d'équations que d'inconnus et qu'il n'y a pas d'absurdité dans notre système, ben, on a une solution unique. Alors, ça veut dire que les vecteurs A et B peuvent générer tous les vecteurs de R2 et la combinaison linéaire qui va générer les vecteurs de R2 va être de la forme suivante. On va avoir XY qui va être égal à 4x plus 3y sur 10 fois le vecteur A plus y moins 2x sur 10 fois le vecteur B. Et on va maintenant compléter la deuxième partie de l'exemple, la question B, où on vous demandait d'exprimer le vecteur C égale moins 5, 4 comme une combinaison linéaire des vecteurs AB. Alors ça veut dire que comme on a trouvé que XY était égal à l'expression que vous voyez à l'écran actuellement, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer X par moins 5 et Y par 4, et ça va vous donner la combinaison linéaire qu'on cherche. Alors, on peut voir que le vecteur moins 5, 4, dans la base IJ, avec laquelle on travaille habituellement, ben, est égal à moins 4 cinquièmes fois le vecteur A plus 7 cinquièmes fois le vecteur B. Alors, ce que ça me dit, c'est que dans la nouvelle base AB, ben, le vecteur moins 5, 4 devient le vecteur moins 4 cinquièmes, 7 cinquièmes. Allons-y d'un autre exemple où on vous demande de vérifier si le vecteur A qui est 2, moins 3 et le vecteur B qui est moins 4, 6 forment une base de R2. Alors la première chose qu'on va vérifier, bien sûr, c'est si nos vecteurs sont linéairement indépendants. Et comme on est encore une fois dans une situation où on a deux vecteurs et des vecteurs de dimension 2, alors on va le faire avec le déterminant. Et pour vérifier l'indépendance linéaire, donc, on calcule le déterminant de la matrice 2, moins 4, moins 3, 6, où chaque colonne correspond à un vecteur. Et là, ça me donne 0. Alors, comme ça me donne 0, ben, ça veut dire à ce moment-là que les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Donc, que les vecteurs A et B ne forment pas une base, hein, donc de R2. Alors, c'est fini. On n'a pas de base et on aurait pu constater aussi dans cet exemple-là, peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué parmi vous, c'est que le vecteur A est parallèle au vecteur B, parce que le vecteur B est égal à moins 2 fois le vecteur A. Alors, on a vu que si les vecteurs sont colinéaires, ben, ils ne sont pas linéairement indépendants. Alors, c'est comme si on avait deux vecteurs sur une même droite. Alors, c'est impossible à ce moment-là, avec deux vecteurs sur une même droite, de générer tous les vecteurs de R2. Alors, ça ne forme pas une base.
Alors, allons-y avec un autre exemple où on nous demande de vérifier si ces deux vecteurs-là que vous voyez à l'écran forment une base de R3. Alors, première chose, bien sûr, on devra vérifier si les vecteurs sont linéairement indépendants. Mais malheureusement, comme j'ai trois composantes et seulement deux vecteurs, je ne peux pas utiliser seulement le déterminant. Il va falloir donc que je montre que la seule combinaison linéaire qui me donne le vecteur nul, c'est celle où A est multiplié par 0 et B est multiplié par 0. Donc, on va chercher des scalaires P et Q non nuls qui permettent d'obtenir le vecteur 0. Alors, si j'ai PA plus QB égale 0, donc j'ai P fois le vecteur 1, 2, 1 plus Q fois le vecteur 2, 1, moins 1 qui est égal au vecteur nul, donc à 0, 0, 0, ce qui veut dire que je dois résoudre le système d'équations. P plus 2Q égale 0, 2P plus Q égale 0 et P moins Q égale 0. Pour résoudre ça, je vais utiliser la méthode de Gauss. Je vous rappelle aussi que c'est un système linéaire homogène. Donc, si j'ai une solution unique, ben à ce moment-là, ma seule solution, ce sera 0, 0. Alors, on va résoudre par Gauss. Donc, j'ai effectué les étapes ici, comme vous pouvez le voir. Donc, ligne 2 moins 2, ligne 1 et ligne 3 moins ligne 1. Après, j'ai fait ligne 3 moins ligne 2. Et là, ma matrice est échelon. Alors, à ce moment-là, ben, je me retrouve avec deux équations, deux inconnues, et ça veut dire que j'ai une solution unique. Et comme le système est homogène, ben, la seule solution, c'est 0. C'est P égale 0 et Q égale 0. Alors, la seule combinaison linéaire qui permet de générer le vecteur nul, ben, c'est la combinaison linéaire avec P égale 0 et Q égale 0. Donc, A et B sont effectivement linéairement indépendants. L'autre question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que je peux générer tous les vecteurs de R3 avec A et B? Donc, on va vérifier si on peut le faire. Et pour vérifier ça, ben encore là, je pars avec PA plus QB égale XYZ et non pas 0, 0, 0 comme dans l'exemple comme dans l'image précédente. Donc, je vais me ramasser avec le système d'équations linéaires suivant. J'ai P plus 2Q égale X, 2P plus Q égale Y et P moins Q égale Z. Et là, je vais le résoudre avec la méthode de Gauss-Jordan. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Et ben, j'ai arrêté en cours de route parce que je vous invite à regarder la ligne que j'ai ici. Cette ligne que j'ai ici, j'ai une équation qui me donne 0x plus 0y égale z plus x moins y. Alors, si z plus x moins y n'est pas égal à 0, je me retrouve devant ce qu'on appelle une absurdité. Hein? Et rappelez-vous, quand on a vu les systèmes d'équations linéaires, si on a une absurdité, ça veut dire que notre système n'a pas de solution. Alors, ce que ça m'indique, c'est que il y a juste les vecteurs où on a z plus x moins y égale à 0 qui sont générés par A et B. Et ça, c'est pas suffisant parce que pour que ce soit une base, il faudrait que A et B puissent générer tous les vecteurs de R3. Alors, à cause de ça, ben à ce moment-là, je ne peux pas conclure que l'ensemble est générateur. Il n'est pas générateur. Alors, ça veut dire à ce moment-là que A et B n'est pas une base de R3. La deuxième condition, donc, n'est pas satisfaite. Alors, allons-y d'un autre exemple où on vous demande d'exprimer le vecteur moins 5i moins 2j plus 5k, donc un vecteur de la base ijk, dans la base ABC où le vecteur A est le vecteur 1, 0, 1, le vecteur B 2, 1, 0 et le vecteur C 0, 2, 2. Je vous laisse appuyer sur pause et l'essayer par vous-même. Alors, voici la solution. Donc, pour la solution, il faut trouver des scalaires P, Q et R tels que PA plus QB plus RC va être égal à moins 5, moins 2, 5, c'est-à-dire le vecteur moins 5i moins 2j plus 5k. Pour faire ça, ben, on va résoudre le système d'équations que vous voyez actuellement à l'écran, qu'on obtient en multipliant les vecteurs ABC par P, Q et R. Et on va résoudre par la méthode de Gauss. Alors, je vous présente ici la résolution par la méthode de Gauss. Et de ma dernière matrice, donc de la matrice échelon qui est là, à la fin, je peux déduire à ce moment-là que R est égal à 1, que Q est égal à moins 4 et que P est égal à 3. Ce qui veut dire que le vecteur moins 5, 2, 5 dans la base IJK
devient le vecteur 3, moins 4, 1 dans la base ABC, car moins 5, moins 2, 5, ben, c'est égal à 3A moins 4B plus C. Donc, le vecteur 3, moins 4, 1 dans la base ABC, ben, l'équivalent de ce vecteur-là, c'est le vecteur moins 5, 2, 5 dans la base naturelle, dans le fond, dans la base IJK. Je vais vous présenter maintenant deux théorèmes qui sont à la fin du chapitre 5 dans votre manuel. C'est possible que ces théorèmes-là vous soient parfois interdits pour certaines questions d'examen, mais il reste que la connaissance de ces théorèmes-là va quand même parfois vous permettre de voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Allons-y du premier théorème, qui est le théorème 5.10 dans votre manuel, qui dit que si B est un ensemble de vecteurs, et en fait, c'est plus que ça, c'est même une base de n vecteurs d'un espace vectoriel V sur R, alors toutes les autres bases de V contiennent aussi n vecteurs. Alors ça, c'est important comme théorème, puisque ça nous indique que si, par exemple, je suis dans R2, je sais que les vecteurs I et J forment une base. Donc, avec deux vecteurs, j'ai une base. Alors, ça veut dire que toutes les autres bases de R2 ont deux vecteurs. Ce qui fait que si vous avez un ensemble de vecteurs où il y en a trois, ben c'est clair que ce n'est pas une base de R2 parce que dans R2, les bases ont deux vecteurs. Même chose dans R3. Vous savez que I, J et K, ça forme une base de R3. Alors, toutes les autres bases de R3 ont forcément trois vecteurs. Et ça, on peut l'affirmer grâce au théorème 5.10. Ensuite, le théorème 5.12, ça nous dit, ben, soit V un espace vectoriel sur R, si la dimension de V est égale à n, alors tout ensemble B égale V1, V2 jusqu'à Vn contenant exactement n vecteurs linéairement indépendants de V est une base de V. Concrètement, ça veut dire quoi ce théorème-là? Ça veut dire que à partir du moment où tu as le bon nombre de vecteurs, par exemple dans R3, tu as 3 vecteurs, et que ces vecteurs-là sont linéairement indépendants, ben, tu sais déjà que c'est une base. Tu n'as pas l'obligation de montrer que c'est générateur, parce que si tu as montré qu'il était linéairement indépendant, le théorème 5.12 te dit ben c'est une base. Alors, voilà, donc on vous dit dans R2, ben, si un ensemble compte exactement deux vecteurs linéairement indépendants, ben, on sait que c'est une base. Même chose dans R3. Si un ensemble compte exactement trois vecteurs linéairement indépendants, ben, on sait que c'est une base. Après avoir vu ces deux théorèmes-là, je vais vous poser deux questions. Première question, dans R3, est-ce que c'est possible d'avoir un ensemble de vecteurs linéairement indépendants qui n'est pas une base? Ensuite, l'autre question, toujours dans R3, est-il possible d'avoir un ensemble de vecteurs générateurs qui n'est pas une base? Je vous invite à faire pause et de réfléchir à ces questions-là. Et dans les prochaines diapositives, dans les prochaines images, vous allez voir à ce moment-là, vous allez avoir réponse à cette question-là et vous allez avoir des exemples. Alors, voici les réponses aux questions que je vous ai posées. La première question, donc, elle était dans R3. Est-il possible d'avoir un ensemble de vecteurs linéairement indépendants qui n'est pas une base? Ben, la réponse, c'est oui. Il suffit de prendre seulement deux vecteurs linéairement indépendants. Puis à ce moment-là, ce n'est pas une base, parce qu'on sait que dans R3, les bases doivent avoir trois vecteurs. Et ils peuvent, par contre, être linéairement indépendants. Par exemple, les vecteurs I et J. Les vecteurs I et J sont linéairement indépendants. Hein? Ils ne sont pas parallèles, ces vecteurs-là. Alors, à ce moment-là, ben, c'est linéairement indépendant. Par contre, ce n'est pas des vecteurs générateurs parce que pour être capable de générer n'importe quel vecteur de R3, il faudrait aussi avoir le vecteur K. Alors, vous voyez, vous avez un exemple où vous avez deux vecteurs qui sont linéairement indépendants, mais malheureusement, ça ne forme pas de base parce qu'ils ne sont pas générateurs. L'autre question qui vous était posée, en fait, on disait dans R3, est-il possible d'avoir un ensemble de vecteurs générateurs qui n'est pas une base? Ben, la réponse, encore une fois, c'est oui. Il suffit de prendre 4 vecteurs, dont 3 forment à eux seuls un ensemble de générateurs. Par exemple, si je prends les vecteurs dans R3 toujours, I, J, K, et le vecteur A qui est le vecteur 1, 2, 3. Ben, ces vecteurs-là sont générateurs parce que je sais que les vecteurs I, J, K sont générateurs de R3. Puis le fait qu'il y ait un vecteur A qui est là, ben, pour les vecteurs générateurs, ça ne change rien. Par contre, ça va faire en sorte que les vecteurs I, J, K et A ne sont pas linéairement indépendants.
parce que je pourrais dire que A est égal à 1i plus 2j plus 3k. Par contre, je peux dire qu'ils sont générateurs parce que je peux générer n'importe quel vecteur de R3 avec seulement ijk. Alors, voici un autre exemple où on va utiliser les deux théorèmes et ce qu'on vient de voir. Donc, on vous dit dans R3, est-ce que les vecteurs A, 1, 2, 3 et B, 3, 1, 2 forment une base? Ben, tout de suite, on peut dire non, parce qu'il y a juste deux vecteurs. Dans R3, il faudrait qu'il y ait au moins trois vecteurs. Pas au moins, il faudrait qu'il y ait exactement trois vecteurs. Est-ce que ces vecteurs-là sont linéairement indépendants? Ben, dans le fond, c'est comme si je vous posais la question, est-ce que les vecteurs A et B sont parallèles? Ben, la réponse, c'est non. Hein. On peut facilement voir que les deux vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire je peux facilement voir que B n'est pas égal à K fois A. Et à ce moment-là, ben oui, A et B sont des vecteurs linéairement indépendants. Troisième question, est-ce que ces vecteurs-là forment un ensemble de vecteurs générateurs? Ben là, la réponse, c'est non. Parce que si on cherche des scalaires P et Q tels que PA plus QB est égal à X, Y, Z, ben on va obtenir une absurdité. Si vous regardez hein, dans le petit encadré qui vient d'apparaître, ça c'est le système d'équations qu'il faudrait avoir. Il faudrait résoudre ce système d'équations-là pour montrer que c'est des vecteurs générateurs. Ben, c'est clair que si je fais mes opérations élémentaires de ligne, je vais pouvoir annuler le 3 qui est là en faisant ligne 3 moins 3 ligne 1. Je vais pouvoir annuler le 2 qui est là en faisant ligne 3 moins 2 ligne 2. Mais mon Z qui est là, lui, je ne l'annulerai jamais. Alors, c'est sûr que je vais avoir une absurdité dans la troisième ligne. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que mon système n'aura pas de solution. Donc, c'est clair que ce n'est pas un ensemble qui est générateur. Allons-y d'un autre exemple semblable. On dit dans R3, est-ce que les vecteurs A, 1, 0, 3, B, 1, 1, 2, C, 0, 1, 1 et D, 2, 2, 6 forment, premièrement, une base? La réponse, c'est non, parce qu'il y a un vecteur de trop. Vu qu'on est dans R3, on sait que toutes les bases doivent compter 3 vecteurs. Là, il y en a 4. Alors, c'est clair que non. Est-ce que cet ensemble de vecteurs-là est linéairement indépendant? Ben, c'est justement la raison pourquoi ça ne forme pas une base, parce que justement, c'est possible d'exprimer D comme une combinaison linéaire de A, B, C. Et dans ce cas-ci, on peut facilement voir que D, ben, c'est égal à A plus B plus C. Alors, ça veut dire que les vecteurs A, B, C et D ne sont pas linéairement indépendants. C'est la raison, entre autres, pourquoi ça ne forme pas une base. Par contre, est-ce que ça forme un ensemble de vecteurs générateurs? Ben, la réponse, c'est oui. Parce que juste avec les vecteurs A, B, C, je pourrais engendrer n'importe quel vecteur de R3. Donc, n'importe quel vecteur X, Y, Z. Tout ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse la résolution du système d'équations que vous venez de voir apparaître à l'écran dans l'encadré. Donc, il faudrait que je fasse la résolution de ce système-là. Et rappelez-vous, pour qu'un système d'équations linéaire ait une solution unique, quand on a autant d'équations que d'inconnus, il faut simplement que le déterminant ne donne pas 0. Et c'est le cas, si je calcule le déterminant de ma matrice, ça me donne un déterminant qui est égal à 2 et ce n'est pas égal à 0. Alors, ce système-là aurait une solution unique. Donc, même s'il y a le vecteur D dans l'ensemble générateur, c'est pas grave. Juste avec ABC, on pourrait générer n'importe quel vecteur de R3. Mais parce qu'il y a un vecteur de trop, c'est pour ça qu'il n'y a pas de base. Que c'est pas une base. Deux définitions maintenant. La première, on dit qu'une base est orthogonale si les vecteurs qui forment la base sont perpendiculaires 2 à 2. Par exemple, vous savez que dans R2, I et J, c'est une base orthogonale parce que l'axe des X et l'axe des Y sont perpendiculaires. Alors, c'est une base orthogonale. Dans R3, IJK, c'est une base orthogonale aussi parce que les vecteurs sont également perpendiculaires. Si en plus les vecteurs sont unitaires, ben on dit qu'on a affaire à une base orthonormée. Donc, on vous dit une base orthonormée, c'est une base orthogonale où tous les vecteurs de la base sont unitaires. Hein, et un vecteur unitaire, c'est un vecteur de longueur 1. Donc, I et J, c'est une base orthonormée de R2. Puis IJK, c'est aussi une base orthonormée de R3. Alors, un exemple, donc on vous dit la base UV, où U est le vecteur 5, 5 et V le vecteur moins 3, 3, est-elle une base orthogonale de R2? Alors, on sait déjà que c'est une base parce qu'on nous le dit dans la question, à la base UV, donc ça forme une base.
Et pour vérifier que c'est orthogonal, ben, je vous rappelle qu'on a vu dans le produit scalaire que si le produit scalaire donnait 0, on avait des vecteurs qui étaient orthogonaux. Alors, on va faire le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V, et on peut constater, en multipliant les composantes correspondantes, que ça nous donne effectivement 0. Alors, à ce moment-là, ben, on peut conclure tout de suite que U et V sont perpendiculaires, donc la base UV, elle est orthogonale. Alors, allons-y d'un autre exemple. On dit que la base UVW, où les vecteurs U sont ceux que vous voyez à l'écran, est-elle une base orthogonale de R3? Ben, je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même et de nous revenir quand vous serez prêt. Alors, je vous donne la solution. On va vérifier donc que le vecteur U est perpendiculaire au vecteur V, que le vecteur U est perpendiculaire au vecteur W et que V est perpendiculaire au vecteur W. Et pour vérifier ça, ben, on va le faire avec le produit scalaire. Alors, j'ai fait le produit scalaire de U par V et ça m'a bel et bien donné 0. Donc, je peux conclure que U est perpendiculaire à V. J'ai fait le produit scalaire de U avec W, ça m'a encore donné 0. Donc, U est perpendiculaire à W. Et j'ai fait le produit scalaire de V par W. Ça m'a encore donné 0. Alors V est perpendiculaire à W. Et je peux conclure à ce moment-là que UVW forme une base orthogonale de l'espace euclidien, donc de R3. Allons-y d'un autre exemple maintenant où on nous demande de vérifier si la base formée du vecteur 5, 5 et du vecteur moins 3, 3, on a vu tout à l'heure que c'était une base orthogonale, ben on vous demande de vérifier est-ce que c'est à partir de cette base-là, vous êtes capable de trouver une base orthonormée de R2. Je vous rappelle qu'une base orthonormée, c'est une base orthogonale où les vecteurs sont unitaires. Alors, pour rendre un vecteur unitaire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le multiplie par le scalaire qui est formé de 1 sur sa norme. Alors, si je fais 1 sur la norme de U fois le vecteur U, ça va me donner un vecteur unitaire. Et vous pouvez voir à l'écran que le vecteur U est de norme racine de 50. Alors, le vecteur 1 sur racine de 50 fois U est un vecteur unitaire, donc 5 sur racine de 50, 5 sur racine de 50, c'est un vecteur unitaire. Même chose pour le vecteur V. Je vois que sa norme, c'est racine de 18. Alors, si je fais 1 sur racine de 18 fois le vecteur V, ben, ça va me donner le vecteur moins 3 sur racine de 18 et 3 sur racine de 18. Alors, ces deux vecteurs-là forment une base orthonormée de R2. Et remarquez qu'on aurait pu aussi trouver d'autres réponses en utilisant les vecteurs opposés. Par exemple, si j'utilise le vecteur opposé de U avec V, ça me fait une base. Si je prends le vecteur U avec l'opposé de V, ça me donne aussi une base. Alors, toutes ces possibilités-là sont là et vous donnent différentes bases orthonormées possibles. Alors, allons-y d'un autre exemple. On vous dit qu'on a vu que la base UVW où U égale 550, V moins 330 et W 004, c'est une base orthogonale de R3. Alors, à partir de cette base, ben, trouvez une base orthonomée de R3. Et encore une fois, je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même. Alors, voici la solution à l'exemple. Alors, la question est là. La norme de U, ben, c'est racine de 50. Alors, j'ai multiplié le vecteur U par 1 sur racine de 50. Ça m'a donné le vecteur que vous voyez actuellement. La norme de V, c'est racine de 18. Alors, si je fais 1 sur racine de 18 fois le vecteur V, ça me donne ce que vous voyez. Et le vecteur W, ben, sa norme, c'est 4. Alors, si je multiplie le vecteur W par 1 quart, ben, ça me donne le vecteur 0, 0, 1. Alors, l'ensemble de vecteurs que vous voyez actuellement à l'écran forme une base orthonormée de R3. Et je pourrais aussi en trouver d'autres en utilisant des opposés de vecteurs. Alors, le chapitre se termine maintenant. Alors, vous pouvez maintenant faire les exercices qui sont à l'écran. Et ça termine le chapitre 5 sur les bases.